Voilà, Trump vient de commencer son second mandat en tant que président des États-Unis d'Amérique et depuis son investiture, le 20 janvier dernier, il a déjà mis en place plusieurs mesures qu'il avait bien évidemment annoncées et certaines qui devraient pas tarder, qui vont en avoir un impact, il espère du moins positif pour les États-Unis et ce qui est sûr, c'est que ça va avoir un impact négatif pour nous les Européens. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Je voulais commencer avec l'investiture de Donald Trump et les quelques mesures économiques qu'il a annoncées qui vont avoir un impact très fort et concret sur le monde. Je ne vais pas parler de toutes les mesures politiques, géographiques, etc. On va rester sur l'économie. La première, et c'est celle qu'on attendait, et on savait pas trop s'il faisait du bluff, mais il va la mettre en place, c'est vraiment les frais de douane. Alors, il a annoncé pour la Chine, ça c'était plutôt prévu, on s'y attendait, donc des frais de douane entre 60 et 100 sur les produits chinois, tous les produits chinois, pas forcément les voitures électriques, mais le tout. Et là, normalement, ça devrait être mis en place, c'est les frais de douane de 25 pour d'un côté le Mexique et de l'autre côté le Canada. Alors pour le Mexique, c'est tout simplement pour enrayer, du moins c'est son objectif, enrayer le trafic de drogue, enrayer l'immigration qui vient du Mexique vers les États-Unis, donc pousser, mettre la pression sur le gouvernement mexicain pour essayer de défendre les intérêts américains en mettant des droits de douane et donc en essayant de rendre un peu caduque l'organisation qui s'est faite depuis des décennies avec les villes jumelles États-Unis-Mexique. D'un côté Mexique, ce sont les usines, de l'autre côté États-Unis, la main-d'œuvre qualifiée, le design, et cetera. Et donc on avait vraiment une économie au niveau de la frontière. Potentiellement, l'objectif, c'est de rendre plus compétitif l'industrie directement sur le sol américain. Donc, d'un côté, en augmentant les tarifs de douane et avec d'autres mesures qu'on verra juste après. Donc, d'un côté, ça, c'est le Mexique. Et de l'autre côté, c'est le Canada avec les frais de douane de 25 sur le pétrole brut qui est extrait en très grande quantité au Canada et qui est vendu depuis le Canada à en grosse majorité, qui est à peu près 85 aux États-Unis. Et le problème, c'est que Trump trouve qu'il est trop dépendant du Canada et donc il va, du moins il veut augmenter les tarifs de douane de 25 sur ce pétrole brut qui est raffiné aux États-Unis. Bien évidemment, c'est un impact majeur pour le Canada parce que ce sont des revenus très importants. C'est le plus gros client du Canada sur le pétrole brut. Et s'il y a ces frais de douane, et en plus de ça, on le verra juste après, les États-Unis qui veulent pomper un max, et il a dit forêt, 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 et ben ça va rendre le pétrole brut canadien beaucoup moins attractif et un gros pan de l'économie canadienne pourrait en souffrir très fortement. Alors pour l'instant, sur l'Europe, il n'a pas encore donné précisément de chiffres sur des potentiels frais de douane. Ce qu'il a dit, c'est que il trouve que la balance commerciale entre l'Europe et l'Amérique est totalement déséquilibrée. On vend plus aux Amériques que l'Amérique nous vend. Donc il veut essayer de rééquilibrer, soit d'un côté en mettant des frais de douane, soit de l'autre côté en forçant les Européens à acheter de l'américain, par exemple dans le sujet de la défense, et donc booster les dépenses de défense des pays européens pour booster aussi la protection de l'OTAN c'est pas forcément pour acheter des Rafales, mais plutôt pour acheter des F-35 américains et c'est ça qui risque de nous tomber dessus. Pour l'instant, l'Europe essaie de se défendre en faisant des déclarations, mais on verra bien le jour où Trump mettra en place ces mesures-là, parce que ça pourrait faire très mal. Je vous laisse imaginer le moment où Trump annoncera potentiellement, je ne sais pas, 25 de frais de douane sur tous les produits européens. Je vous laisse imaginer l'impact que ça aura sur les cours boursiers. Par exemple, le cours boursier français avec le luxe, qui a quand même beaucoup de clients américains, en sachant que de l'autre côté, on a la Chine qui a du mal un peu à se relancer. Et en plus de ça, si les Américains mettent des frais de douane, on va avoir un marché boursier européen qui va tirer un peu la gueule. Deuxième point, on avait l'OCDE qui avait mis en place il y a quelque temps une mesure. Donc l'OCDE, c'est une organisation mondiale de pas mal de pays, alors souvent développés, qui avait mis en place une taxation minimum des très grandes multinationales à hauteur de 15. Pourquoi ils avaient fait ça? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de multinationales qui profitent de paradis fiscaux, par exemple en Europe, c'est l'Irlande, et ils vont essayer de optimiser leurs flux, optimiser les gains qu'ils font en fonction des pays, de faire des dettes entre leurs filiales, bref, pour essayer de payer le moins d'impôts dans les pays avec le plus d'imposition et en payer le plus possible dans les pays où il y a très peu d'imposition, comme l'Irlande, qui en profite énormément. Et donc on avait cette taxation de 15 minimum des revenus des multinationales pour essayer de
répartir un peu mieux le revenu et pouvoir taxer de manière un peu plus efficace ces entreprises. Et bah, tout simplement, les États-Unis sont sortis de cet accord. Donc les 15% minimum ne s'appliquent plus pour les multinationales aux États-Unis. Bah, ça a un impact très important. Pourquoi? Parce que ça décrédibilise totalement cette mesure mise en place par l'OCDE. Ça veut dire que un très, très gros pays, des pays développés, sort de cet accord. Donc pourquoi les multinationales vont s'amuser à aller se casser les dents dans, par exemple, la France, l'Allemagne ou d'autres pays européens, alors qu'ils pourraient aller aux États-Unis où la taxation minimum des 15% n'existe plus. Et en plus de ça, durant le premier ère Trump, Trump avait fortement baissé la fiscalité sur les entreprises. Et maintenant, elle se situe aux alentours de 9% contre 15% avant. Donc, on va être dans un problème de compétitivité entre l'Europe qui taxe beaucoup, mis à part l'Irlande, et de l'autre côté, les États-Unis qui, bah, en plus de ça, vont mettre des frais de douane. En plus de ça, ils vont avoir une taxation plus faible. Donc ça va forcément attirer les capitaux et donc bah, faire fuir de chez nous l'innovation, le développement, la réindustrialisation de l'Europe. Autre sujet qui va encore plus impacter, c'est, on en a parlé juste avant, c'est le fait que Trump veut forer et utiliser un max les énergies fossiles. Alors, pourquoi? Une des raisons, outre le fait de pouvoir être totalement indépendant des autres acteurs de pétrole et pouvoir aussi décrédibiliser les producteurs de pétrole comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, qui essaient un peu de se désolidariser du dollar. C'est vraiment avoir un poids encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que c'est déjà un très gros producteur de pétrole. Et deuxième point, c'est être plus compétitif dans les prix de l'énergie. Si on a les États-Unis qui déjà ont un prix d'électricité très faible, qui ont un prix à la pompe très faible, viennent et fort un max, donc avoir une production de pétrole et une production électrique de plus en plus faible, du moins de plus en plus accessible, et ben ça va faire que une entreprise, le choix va être relativement simple entre l'Europe, avec des prix très élevés, et un marché d'électricité européen qui a montré ses faiblesses durant le début de la guerre de l'Ukraine, et de l'autre côté, les États-Unis qui ont un système politique lissé, et avec des prix d'électricité beaucoup plus faibles qu'en Europe en moyenne. Et quand on regarde en 2022, donc avant tout ça, sous Biden, on avait des prix de l'électricité aux États-Unis inférieurs aux prix d'électricité en France. On est déjà très compétitif avec le nucléaire. Et si on fait la moyenne de tous les pays européens, alors là, les États-Unis sont bien devant. Et c'est le risque de une entreprise va devoir choisir, faire un choix cornélien, entre un pays qui a un prix d'électricité plus faible, une taxation plus faible et potentiellement une mentalité beaucoup plus pro-business et un marché quand même qui est très important, 300 millions, 330 millions d'habitants avec potentiellement un pouvoir d'achat qui pourrait augmenter. Donc, bah, le choix est très vite fait et ça peut poser un très gros problème. Donc, potentiellement, en Europe, réformer le marché de l'électricité, essayer d'être plus compétitif, essayer de se mettre d'accord aussi sur plein de sujets, bref, essayer de s'armer. Ça va pas être évident parce que là, les États-Unis, ils vont pleine balle. En plus de tout ça, on a quand même une économie américaine qui est très résiliente, qui se porte très bien, contrairement à l'économie européenne. Aux États-Unis, on a une belle croissance et en Europe, ça stagne vachement. Et les chiffres qui sont sortis le 10 janvier, donc ça date un petit peu, mais je voulais vous les remettre. C'était les chiffres de l'emploi, création de jobs, qui étaient, bah, en actuel, plus importants que le précédent et plus importants que le consensus. Donc ça montre que l'économie se passe bien. Et un des impacts de ça, c'est que ça ne force pas forcément la Fed à baisser les taux, donc les taux directeurs dans le futur. Pourquoi? Parce que tu as une inflation qui pourrait augmenter avec les frais de douane de Trump, une politique relativement inflationniste, même s'il cherche le contraire. Et en plus de ça, une économie qui se porte bien, donc pas besoin de relâcher la pression. Et lors de la prochaine réunion, le 28-29, on n'est pas forcément sûr d'avoir une baisse, en sachant que sur toute l'année 2025, avant, il y a à peu près 3 semaines, le marché estimait entre 3 et 4 baisses de taux. Aujourd'hui, j'ai regardé sur Bloomberg, le marché price à environ 118% de baisse sur l'année. Donc 100% de baisse de 0,25 et 18% de chance d'une autre baisse de 0,25. Donc on n'est pas du tout dans la même dynamique, tout simplement parce que le marché se porte, l'économie américaine se porte très bien. Donc pour contrebalancer un petit peu tout ça, on en parle un peu, mais là, normalement, c'est officiel. Le plafond de la dette a été atteint aux États-Unis. Donc ça veut dire que
tant qu'il n'y a pas d'accord aux États-Unis entre les différentes chambres d'augmenter le plafond d'aide, c'est toujours ce petit running gag, eh ben, il faut faire des coupes budgétaires et c'est tout ce que veut mettre en place Trump avec le département Doge de Musk, c'est essayer de couper dans la dépense publique, à être moins gourmand et donc avoir moins de dépenses et ne plus avoir besoin de remonter ce plafond de la dette qui, à chaque fois, fait risquer d'avoir un shutdown. Donc les personnes qui travaillent pour l'État, l'État fédéral, ne sont plus payées. Donc c'est éviter tout ça et bah, faire diminuer au fur et à mesure le poids de la dette dans l'économie. Pour l'instant, on est toujours dans ce running gag, il a été atteint, il devrait être augmenté étant donné que Trump possède toutes les chambres. Mais en attendant, bah, il pourrait y avoir des mesures extraordinaires de baisse de dépenses, d'arrêt de payer, etc., etc. Une autre news qui est plutôt une bonne nouvelle au niveau mondial, le FMI prévoit une croissance un peu plus importante pour 2025 à 3,3%. Donc on a en tête, on a plein de pays, mais les plus gros et les plus importants, c'est par exemple la Chine, qui est à 5% actuellement. Alors pour eux, 5%, c'était le strict minimum. Est-ce que les chiffres ont été un peu truqués pour avoir le fameux 5% qui crédibilise un peu la croissance chinoise? On ne le sait pas, on ne le saura jamais, mais ils sont plutôt à 5. Les États-Unis, bah, ça se porte très bien. Ils ont une croissance attendue à 2,7, ce qui a pas mal augmenté. Alors, est-ce que c'est dû aux annonces Trump et à la bonne santé américaine? Sûrement. Et de l'autre côté, eh ben, on a l'Union européenne qui se porte pas très bien. Donc, on a l'Allemagne qui était en récession, avec une croissance négative, qui devrait passer en 2025 sur une croissance positive. On a la France aux alentours de 0,8 de croissance pour 2025, donc pas beaucoup. Et plutôt un bon élève dans la zone euro, c'est l'Espagne, qui a des plutôt bonnes croissances par rapport au reste de l'Union européenne. Et on devrait être sur des niveaux de 2% pour l'année 2025, donc plutôt une bonne nouvelle, sur ces pays-là qui, historiquement, n'étaient pas forcément les très bons élèves, mais en termes de croissance, actuellement, ça commence à bien se relever. Petite bonne nouvelle côté français, on n'en a pas beaucoup, donc on en profite, c'est le luxe qui se porte relativement bien et qui, bah, quand le luxe se porte bien, le CAC 40 se porte bien et la France se porte bien, la France économique se porte bien. Et donc, on a eu des très belles hausses sur LVMH, Hermès ou potentiellement aussi Kering. Alors pourquoi? Parce que les résultats sont relativement bons. Les derniers résultats des entités luxe en Europe sont plutôt bons. Par exemple, Richemont, qui a eu des très très bons résultats, qui a pris énormément en une seule journée, quand on regarde. Et je pense que ça a juste explosé, c'est passé de 139 à bah, aujourd'hui à plus de 166, donc c'est énorme. Très très belle augmentation. LVMH, pareil, qui en a profité au même moment, qui a une très belle augmentation, plus le fait que les plans de relance continuent en Chine, potentiellement une croissance aussi qui a été confirmée à 5%, confirmée, on ne sait pas. Voilà. Plus, bah, pour l'instant, pas de frais de douane sur le luxe français. On sait aussi que Bernard Arnault a été invité à l'investiture de Donald Trump, donc potentiellement il y a des deals derrière. Bref, le luxe se porte très bien et une deuxième très bonne nouvelle, c'est LVMH qui a repris la première place de capitalisation boursière en Europe, qui était anciennement prise par Novo Nordisk, qui était une société pharmaceutique qui a entre autres l'Ozempic qui est le coupe-faim et qui, bah, depuis quelques semaines, se casse la gueule en bourse parce qu'ils sont vraiment dépendants, du moins médiatiquement, ils sont dépendants d'un seul produit. Et quand les ventes baissent ou que ça se passe un peu moins bien, ou potentiellement il y a des concurrents aussi qui prennent la place de l'Ozempic, et bah ça fait très mal. Et c'est pour ça que LVMH a repris la première place. Donc c'est très très bien. On est très content pour eux. Pour finir, je sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein, c'est une demande record pour les obligations à 15 ans de l'État français. En 2025, la France va devoir émettre énormément, alors je crois que c'est entre 200 et 300 milliards de dettes pour rembourser, alors pour financer déjà le train de vie un peu gourmand de l'État français, et en plus de ça, pour rembourser les intérêts et le capital de certaines obligations, de certaines dettes qui arrivent à maturité. Et donc, on va devoir beaucoup emprunter, et l'État français a commencé à émettre de nouvelles obligations à 15 ans, et il y a de ce qu'on dit, de ce que dit le marché, énormément de demandes pour cette obligation à 15 ans et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que très clairement, le rendement de l'obligation française à 10 ans, 15 ans, ou du moins long terme de la France a beaucoup augmenté sur les derniers jours. Ce qui veut dire que les investisseurs vont avoir une très belle rémunération comparé potentiellement au rating de la France qui est encore un petit peu élevé, potentiellement par rapport à ce que ça devrait être factuellement, parce que c'est un petit peu boosté par l'Europe et l'Allemagne, une très bonne santé
de dette de l'Allemagne et un peu la garantie de l'Europe. Donc on a ce ratio un petit peu déséquilibré entre le rating de la France et son rendement de l'obligation, comment on le perçoit le risque du marché directement et pas forcément les agences de notation. Bref, donc on a pour 10 milliards d'offerts une très très belle demande. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ça montre qu'il y a de l'appétit sur les rendements et la dette française, donc on n'aura pas de mal à se sourcer. Mais de l'autre côté, bah, ça veut aussi dire qu'on continue à émettre de la dette, on continue à avoir un poids de la dette qui augmente, surtout avec les intérêts actuels. Donc ça va encore plus peser sur notre déficit et on n'a pas envie de ça. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire. La vidéo sera sur Spotify en podcast, donc ce sera dans la description pour le lien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. À toutes.